Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les promesses de l'intelligence artificielle contre la pénurie d'organes. Donc chaque année, on recense un peu plus de 6700 greffes d'organes réalisées en France. Le rein est l'organe le plus greffé, suivi par le foie, le cœur et les poumons. Aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser au cas du rein. 15% des greffons rénaux proviennent des donneurs vivants. Pour les patients qui n'ont pas de donneur vivant dans leur entourage ou qui ne souhaitent pas recourir à cette technique, ils peuvent recourir à un greffon provenant d'un donneur décédé, ce qui concerne 85% des greffes rénales. On remarque qu'une fois greffé, plus le temps passe, plus le taux de survie du greffon diminue. En 2024, on estime qu'au bout de 5 ans, 20% des patients ont perdu leur greffon et qu'au bout de 10 ans, le taux de survie du greffon rénal est d'environ 60%. Donc nous allons voir comment s'effectue la perte du greffon. Donc chaque cellule du corps possède à sa surface des marqueurs qui constituent une sorte de véritable carte d'identité cellulaire. Et le système immunitaire d'un individu X ne tolère que son identité. Et lors d'une greffe d'organes, la cellule du greffon ne possède pas les mêmes marqueurs. Donc les lymphocytes T de l'individu X vont reconnaître comme corps étranger cette cellule. Ils vont alors donner naissance à une véritable armée de tueurs, les lymphocytes T cytotoxiques, qui renferment de la perforine. Donc ils sont libérés dans le corps et les lymphocytes T cytotoxiques vont venir se fixer aux cellules du greffon et libérer leur perforine. Ils trouent la cellule du greffon, donc la cellule va se remplir d'eau, gonfler, puis exploser. Ce contact conduit à la destruction de la cellule étrangère et ça s'appelle le baiser de la mort. La destruction des cellules du greffon provoque donc le rejet de l'organe. Donc, depuis plus de 30 ans, le nombre de greffes réalisées reste globalement stable alors que le nombre de personnes en attente ne cesse d'augmenter. L'écart est toujours plus grandissant. Traditionnellement, les transplantations sont effectuées à partir d'organes prélevés sur des personnes en état de mort cérébrale, c'est-à-dire que le cœur de ces personnes bat toujours et leurs organes continuent d'être irrigués par le sang et sont toujours oxygénés. Sauf qu'on assiste quand même à une pénurie d'organes par le manque de donneurs décédés suite au progrès de la médecine, par le refus de donner les organes d'un défunt, par l'augmentation continue du nombre de patients en insuffisance rénale, en grande partie parce que le rein est une cible privilégiée des complications liées au diabète, ce qui est le mal du XXIe siècle, et par le taux de survie du greffon qui n'augmente plus. Donc aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser à ce point. Donc en haut à droite, vous trouvez les découvertes des nouvelles molécules évitant le baiser de la mort au cours du temps. Et des années 80 aux années 2000, les différentes découvertes des traitements immunosuppresseurs ont permis d'augmenter la survie du greffon. Mais depuis les années 2000, on n'a pas découvert de nouvelles molécules, donc le taux de survie du greffon est resté inchangé. Les greffes qui cessent de fonctionner nécessitent un retour en dialyse, c'est-à-dire un traitement de purification du sang qui doit être répété tous les 2 jours et qui dure de 4 à 5 heures. Et une nouvelle greffe doit alors être envisagée, mais ne pas réussir à prolonger la survie du greffon est problématique dans une situation de pénurie d'organes. Mais alors, comment avec un nombre limité d'organes peut-on réussir à soigner durablement des patients atteints d'insuffisance rénale sévère? C'est ce que le spécialiste français du rein Alexandre Loupy s'est donné comme objectif. En fait, il s'est intéressé à une méthode qui permettrait d'évaluer le risque de rejet de greffe des patients transplantés. Et il s'intéresse surtout aux patients atteints d'insuffisance rénale sévère, puisqu'ils ont la particularité d'être dits captifs. Ça veut dire qu'ils sont dépendants des hôpitaux qui les suivent pour leur dialyse et leurs traitements médicaux. Et donc d'ailleurs, ce traitement médical va être fait dans le but d'avoir une éventuelle greffe. Ce qui les rend d'autant plus intéressants parce que du coup, on va avoir énormément d'informations médicales sur le patient en un seul et même endroit. D'ailleurs, ces informations médicales sont très variées. On peut voir par exemple qu'on va avoir des prises de sang pour évaluer la fonction rénale ou des biopsies rénales qui consistent à prélever un fragment de tissu rénal pour en faire une analyse histologique au microscope et le soumettre à différents tests de coloration. On a aussi des analyses d'urine pour détecter la présence anormale de protéines, mais aussi
des mesures régulières de la pression artérielle pour détecter une hypertension artérielle, ou des IRM fonctionnels ou des échographies pour étudier l'évolution fonctionnelle du rein, mais aussi des analyses du fonctionnement du système immunitaire. Donc ça fait déjà beaucoup d'analyses, mais on a aussi des analyses qui vont être un petit peu plus complexes et plus précises, comme des analyses du génome pour étudier la composition, la structure et la fonction de l'ensemble des gènes d'un organisme, mais aussi l'analyse du transcriptome. Donc en fait, c'est une étude de l'expression ou non des gènes à l'échelle dans les cellules au cours du temps, et cela va permettre d'avoir une vision plus globale de l'activité génétique dans un organe ou un tissu. Et enfin, on a l'analyse du protéome. C'est une méthode qui est utilisée pour étudier l'ensemble des protéines présentes dans un échantillon biologique à un moment donné. Donc on voit que ça fait beaucoup d'analyses, et toutes ces analyses sont faites sur les patients en attente de greffe, mais aussi les donneurs et les greffons. Donc ça fait une masse colossale de données médicales. D'ailleurs, depuis une dizaine d'années, on voit que cette masse de données est en expansion, donc on voit que là on a à peu près x50 sur cette masse de données, ce qui représente pour les médecins énormément de données à analyser, donc ils vont être submergés et avoir énormément de mal à analyser au mieux toutes ces données. Dans l'histoire de la médecine, on a inventé le stéthoscope pour mieux écouter ce qui se passe dans le corps humain, le microscope pour mieux appréhender ce qui est très petit, l'électrocardiogramme pour mieux mesurer l'activité cardiaque, l'IRM pour mieux voir ce qui se passe dans le corps humain. Ces outils compagnons facilitent l'exercice des médecins en accompagnant les patients dans leur parcours de soins. L'IA devient un outil essentiel en raison de sa capacité à traiter et à analyser rapidement des volumes importants de données. Elle permet d'extraire des informations exploitables à partir de grandes quantités de données. L'IA est aussi un outil compagnon. L'apprentissage de la machine passe par une phase d'ingestion, c'est-à-dire qu'on va lui donner toutes les données qu'on a, ce qui va lui permettre de créer à partir du modèle physique qui est ici représenté à droite, un modèle numérique qui sera aussi bien fait pour le donneur, pour le receveur, que pour le greffon. L'IA, paramétrée par Alexandre Loupy, va générer des probabilités de perte du greffon jusqu'à 10 ans, de faire des suggestions des choix des meilleures compatibilités de donneur-receveur et de trouver le meilleur traitement après la greffe. Testé sur plus de 7500 patients, les prédictions de cet outil sont d'une grande fiabilité. L'IA, facilitant l'identification de la correspondance entre donneur et receveur, contribue à réduire la pénurie d'organes. Et si nous discutions à présent des dilemmes éthiques que pose l'IA en santé? Face au manque de reins, les chirurgiens cherchent à mieux prédire la compatibilité entre le donneur mort ou vivant pour maximiser la durée de vie du greffon. Pour cela, il faut énormément de data, de données, afin d'identifier la meilleure compatibilité. Chacun d'entre nous devient alors un sac de données qu'il faut impérativement être capable de sécuriser et d'anonymiser. C'est un défi majeur. En effet, une IA pourrait-elle être capable d'identifier une personne donneuse sans que celle-ci ait pris la décision d'être donneuse? Au sein des familles où les meilleures compatibilités sont les plus fréquentes, cela pourrait conduire à des pressions familiales énormes pour que le proche donne son organe. Cela pourrait conduire à des situations où de riches personnes peu scrupuleuses utiliseraient l'IA pour trouver un organe compatible à son prélèvement forcé ou à son achat. L'IA pourrait générer un véritable trafic d'organes. Actuellement, certains patients de la liste d'attente de greffe sont prioritaires, les enfants et les personnes dont la vie est menacée à très court terme. Imaginons que l'IA identifie une meilleure compatibilité et donc de durabilité de la greffe chez un adulte plutôt que chez un enfant. Que fait-on? De même, si l'IA identifie une meilleure compatibilité et donc de durabilité de la greffe chez un adulte dont la vie n'est pas menacée à court terme, devient-il prioritaire dans un contexte de pénurie d'organes? Greffe-t-on le rein chez la personne menacée mais qui le conservera 1 à 2 ans ou chez une personne qui le conservera au moins 10 ans? Pour conclure, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les greffes de rein va permettre à la médecine de faire un grand pas en avant et de nombreuses vies pourraient être améliorées ou sauvées grâce à ces nouvelles techniques. Cependant, de nombreux problèmes éthiques peuvent être soulevés par l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les greffes de rein. Ces nouveaux dilemmes et enjeux seront certainement encadrés par de nouvelles législations afin d'être équilibrés.
Ces nouvelles techniques devraient donc être très bénéfiques pour la recherche scientifique, tout en gardant une marge de vigilance vis-à-vis des problèmes éthiques. Nous vous remercions de votre attention.